Pour passer rapidement en revue l'ordre du jour d'aujourd'hui, donc je propose dans un premier temps, nous passerons en revue le contexte du programme Intérêt Grande Région, donc dans lequel s'inscrit le présent dispositif. Et plus précisément, nous donnerons de plus amples informations et détails sur les 2 zones fonctionnelles transfrontalières Luxembourg-Wallonie. Nous passerons ensuite en revue les modalités d'appel à projet et critères d'instruction retenus par les comités décisionnels ce mois d'avril. Ensuite, nous rappellerons quelques règles interreg qui sera donné par Romane et Justine. Et enfin, nous proposons de passer par un temps d'échange, donc quelques questions-réponses qui pourront être abordées en fin de réunion. Mais n'hésitez pas également à utiliser, donc, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, la conversation ou le fait de lever la main, le petit logo qui s'affiche au-dessus, pour pouvoir répondre à vos questions au fur et à mesure de la présentation. Donc, je cède la parole maintenant à Christiane pour le mot d'introduction. Merci beaucoup et voilà, encore une fois, bienvenue. Donc on est très content d'avoir cette réunion aujourd'hui parce que, ça marque une étape, importante, au niveau donc de la, mise en place de ce, nouveau dispositif, donc que sont les zones fonctionnelles. Donc on a déjà, mis en œuvre donc pas mal de travaux préparatoires donc qui maintenant sont achevés et avec cette réunion d'aujourd'hui, donc on peut passer, à la mise en œuvre, opérationnelle, donc au lancement d'un premier appel à projet, ce qui est, forcément le plus important, parce qu'on est on veut bien entendu, donc passer à ce niveau opérationnel et soutenir les projets concrets et donc ce sera, possible, dorénavant, voilà grâce, à l'ensemble des travaux préparatoires qui ont été menés, depuis pas mal de temps, depuis, 2 ans environ, lorsqu'on a commencé donc à travailler sur cette, mise en place. On va peut-être, rappeler un peu le contexte, général donc de ce, nouveau dispositif, des ondes fonctionnelles. Donc c'est quelque chose de tout à fait, nouveau et innovant, pour cette, période de programmation, 2021-2027, au niveau du programme Interreg, Grande Région. Donc en fait, pour, situer un peu le contexte, général, donc la commission a, introduit donc une approche, territoriale, donc en complément des axes, thématiques, classiques que vous connaissez probablement, soit par les programmes Interreg ou les programmes, régionaux. Donc cette approche, territoriale, complète cette approche, thématique et donc vise, à soutenir, les coopérations vraiment, locales, qui existent déjà ou, qui se sont, constituées ou qui sont en train d'être constituées. Et donc la commission, voilà, a vu qu'il y a beaucoup de coopération au niveau local, soit formalisée ou pas formalisée, mais qui manque souvent de moyens pour se concrétiser et pour, pouvoir aboutir, pleinement. Donc d'où cette idée donc de les soutenir, via les fonds européens et donc les programmes, Interreg, donc en allouant, une allocation FEDER, spécifique à ces coopérations, localisées. Et tout ça s'inscrit au niveau, thématique, dans l'objectif politique donc d'une Europe plus proche des citoyens. C'est-à-dire, on s'attend vraiment à des projets, très concrets, au bénéfice des citoyens, du, territoire, concerné. Donc vraiment à un niveau, local et qui, permet d'avoir des projets, donc très concrets, pour les habitants de ce territoire.
Donc ça, c'est l'idée de base. Donc c'était aussi un peu l'idée, voilà, de soutenir les coopérations, voilà, qui se sont déjà structurées, mais donc il est également possible donc de mettre en place de nouvelles coopérations. Donc c'est ce qu'on a fait sur cette frontière belgo-luxembourgeoise, donc ensemble avec nos partenaires en Wallonie. Donc on a réfléchi donc sur le périmètre donc à mettre en place parce que ça c'est une des conditions qu'il faut remplir. Donc il faut un périmètre donné qui est clairement délimité pour pouvoir être éligible en tant que zone fonctionnelle. Donc voilà, à peu près il y a 2 ans, donc on a commencé à mener ces réflexions ensemble avec les collègues donc en Wallonie. Et donc on a conclu donc à la mise en place de 2 zones fonctionnelles sur cette frontière. Je pense on va voir après les périmètres encore une fois concrètement, mais donc voilà, ça c'était un peu la base de départ. Donc après, autre aspect important, hein, c'est vraiment l'implication des acteurs locaux tout au long du processus. Tout au long du processus de mise en place de la zone. L'étape suivante, donc c'était de mener une analyse de base sur les besoins de coopération, donc au niveau de ces périmètres qui ont été définis, de voir voilà, où sont les besoins en matière de coopération et quelle est la situation du territoire. Donc ces analyses, on les a menées, ensemble, avec le soutien d'un prestataire externe et donc on a aussi organisé des ateliers donc de discussion, auxquels peut-être certains d'entre vous, ont participé. Donc pour discuter sur ces besoins en matière de coopération du territoire visé. Et sur cette base, donc une stratégie conjointe a été élaborée. Donc c'est la troisième condition à remplir pour être éligible donc en tant que zone fonctionnelle. Voilà, donc ces documents sont finalisés et donc nous servent maintenant de base pour la mise en œuvre des zones fonctionnelles. Donc on va revenir tout à l'heure sur le contenu de ces stratégies. Voilà, donc les bases donc sont là au niveau stratégique. Niveau de la gouvernance, aussi un élément novateur en matière de gestion de ces fonds dédiés aux zones fonctionnelles, c'est encore une fois l'implication des acteurs locaux. Parce que donc le dispositif est géré donc par une structure de gestion qui se situe dans la zone concernés. Et donc c'est Idelux, les collègues d'Idelux donc qui assurent cette fonction pour les 2 zones fonctionnelles et donc qui vont assurer la gestion quotidienne et opérationnelle du dispositif pour les 2 zones Wallonie-Luxembourg. Et puis au niveau de la prise de décision, donc elle est aussi organisée au niveau local, donc c'est-à-dire, la décision par rapport aux projets qui seront soutenus, n'est pas prise au niveau du comité de suivi, Interreg, mais au niveau des comités décisionnels, qui ont été, mis en place, donc au niveau local, également, donc avec l'implication des communes, notamment, des 2 versants. Parce que voilà, ça fait partie, de cette, philosophie des zones fonctionnelles, d'impliquer vraiment très concrètement dans la gestion, les acteurs locaux. Voilà, donc pour le contexte, général des zones fonctionnelles. Donc, les 2 zones disposent donc d'une allocation FEDER, dédiée, donc, qui, pourra être donc programmée, par les 2 comités, décisionnels.
Et voilà, donc on est très content que le dispositif, a, donc pu être mis en place et donc peut être lancé maintenant, avec, beaucoup de projets concrets, on l'espère. Voilà donc pour le contexte, général. Merci Christiane pour cette introduction bien complète. Donc on l'a compris et comme précisé, on se situe bien dans le cadre d'intérêt grande région. Donc je vais céder la parole maintenant à Carole, Romane et Maxime pour faire un point sur le programme intérêt grande région et introduire les zones fonctionnelles transfrontalières Luxembourg-Wallonie. Voilà, merci pour la parole. Et comme déjà dit, je vais commencer ma présentation avec le rappel de la zone de programmation pour Interreg Grande Région. Donc, on a donc, pour commencer, le territoire de la Sarre, le territoire de la Rhénanie-Palatinat, la région Grand Est, les départements de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse, de même que la Wallonie, incluant la Fédération Wallonie-Bruxelles et la communauté germanophone de Belgique. Et dans son entièreté aussi le Grand-Duché de Luxembourg, qui font partie de la zone de programmation pour Interreg Grande Région. Voilà. Donc, pour commencer, oui, les points de contact et leur mission. On a 2 points de contact qui sont responsables pour cette zone transfrontalière, donc notamment Stéphanie Dupuis pour la partie Wallonie et moi, Carole, pour la partie du Luxembourg. Et nos missions sont donc à former, conseiller et à accompagner les partenaires de projet, donc du montage jusqu'à la clôture du projet. Voilà, et nous sommes également en charge pour la promotion du programme en concertation et coopération avec l'autorité de gestion et du secrétariat conjoint. Voilà, nous accompagnons encore, je n'ai pas encore fini. Voilà, merci. Donc, nous accompagnons aussi les partenaires pour répondre aux demandes du programme. Voilà, notamment aussi dans la préparation des rapports et de la mise en œuvre des rapports et aussi des COMAC et voilà, des demandes de modification. Et on reste à disposition pour toute difficulté qui sera réalisée oui, au cours de la réalisation des projets. Voilà. Voilà, pour la stratégie de la période de programmation 2021 jusqu'à 2027, voilà, c'est une stratégie transfrontalière qui se repose sur l'interconnexion spatiale fonctionnelle des versants différents. Et la stratégie vise donc à accroître l'attractivité et la compétitivité de l'espace de coopération sur les 3 niveaux de coopération, donc dans la grande région, dans l'espace métropolitain central autour du Luxembourg et aussi pour les territoires transfrontaliers de proximité, donc dans laquelle on se situe avec la zone transfrontalière. Et au niveau des objectifs stratégiques, on a 4 objectifs stratégiques qui se divisent voilà, en 11 objectifs spécifiques. Et tout projet doit être, doit être déposé dans un de ces objectifs stratégiques et spécifiques. Voilà. Pour un petit rappel, les priorités thématiques, c'est une grande région plus verte, une grande région plus sociale. Et donc, notamment, on a des actions différentes qui sont soutenues dans ces priorités thématiques. Les zones transfrontalières se situent dans la grande région plus proche des citoyens, avec le développement intégré directement dans les frontières. Et on a aussi une 4e axe avec une meilleure gouvernance de la coopération transfrontalière dans la grande région. Voilà. Et comme dit, des différentes actions
des projets doivent se situer dans ces enjeux. Voilà, je crois que là, c'est voilà, pour le tour de la zone fonctionnelle transfrontalière. Je donne la parole à Maxime Ossena. Oui, merci beaucoup. Voilà, nous voyons donc que dans le cadre du programme Interreg, il y a différents types de projets qui sont soutenus, hein, les projets dits classiques, il y a des petits projets via l'axe 4, et donc ici, dans le cadre de l'axe 3, il y a ce qu'on va donc appeler le soutien aux zones fonctionnelles transfrontalières, hein, qui nous occupe aujourd'hui. Donc, je propose de rentrer un peu plus dans le détail dans ce terme, peut-être paraître un peu flou aux premiers abords. Et donc, en fait, pour qu'un territoire puisse être intégré en tant que zone fonctionnelle transfrontalière dans le cadre du programme, il y a 3 conditions auxquelles la zone doit se plier. D'une part, disposer de relations socio-économiques existantes. Donc, en d'autres termes, il faut que le territoire en question constitue un bassin de vie transfrontalier, donc avec des relations soutenues de différents ordres entre ses citoyens, les acteurs socio-économiques, de part et d'autre de la frontière. Et donc, si on s'intéresse à la frontière entre Luxembourg et Wallonie, on constatera évidemment aisément que cette condition est remplie au vu de nombreuses interactions qui existent entre nos territoires. Alors, il y a 2 autres conditions. Il faut d'une part que cet espace transfrontalier se soit doté donc d'instances de gouvernance communes, et enfin, troisièmement, qu'il se soit doté d'une stratégie de développement transfrontalière. Et aussi, cette stratégie, c'est encore une condition, doit être multithématique, donc un territoire qui se limiterait uniquement en champ d'action unique, en matière d'environnement, de mobilité, par exemple, ne pourrait pas être soutenu dans ce cadre-ci. Donc, on voit les 2 dernières conditions que j'ai citées n'étaient pas encore présentes, évidemment, au moment de l'adoption du programme pour ce qui est de la frontière entre Wallonie et Luxembourg. Et donc, lorsque toutes ces conditions sont remplies, la zone fonctionnelle en question peut se voir allouer une partie des moyens directement par le programme Interreg pour la mise en œuvre via des projets de la stratégie qui s'est donnée. Et donc, comme ça a déjà été évoqué, cette enveloppe sera alors gérée aussi directement par la structure de gouvernance de la zone fonctionnelle et non plus par le comité de suivi du programme notamment. Si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Nous voyons donc ici un peu un état des lieux des zones fonctionnelles qui ont été reprises dans le cadre du programme Interreg Grande Région. Donc, ils sont au nombre de 10 au total. Alors, certaines, vous n'arrivez peut-être pas à lire, mais vous les reconnaîtrez éventuellement, étaient déjà préexistantes au programme Interreg 6. Par exemple, le GSCT Alzette-Belleval ou Sarmoselle, qui étaient des espaces qui disposaient déjà d'une structure de gouvernance, d'une stratégie, certains même d'une personnalité juridique. Mais ce n'était pas le cas, évidemment, au niveau de la frontière entre Wallonie et Luxembourg. C'était donc vraiment une opportunité que le programme Interreg a présenté pour combler ce manquement et pour initier la mise en œuvre d'une telle gouvernance commune. Et donc, comme Christiane l'a évoqué tout à l'heure, Luxembourg d'une part, et Wallonie et Fédération Wallonie-Bruxelles d'autre part, se sont saisis de cette opportunité et nous avons fait appel en consortium d'études pour accompagner cette démarche en partenariat avec les acteurs locaux du territoire. Et donc, je vais ici repasser la parole à la structure de gestion qui va vous présenter plus en détail ce qu'il en est ressorti au niveau de cette gouvernance et cette stratégie commune notamment. Merci à tous les deux pour ces informations bien complètes. Pour aller plus loin, donc justement, comme mentionné, dans les zones fonctionnelles transfrontalières Luxembourg-Wallonie, vous voyez à l'écran le périmètre. En bleu, c'est la zone fonctionnelle transfrontalière Luxembourg-Wallonie Nord, qui est composée de 31 communes, 12 du côté wallon et 19 du côté luxembourgeois. Et l'enveloppe qui a été allouée par l'Europe, par le programme d'intérêt Grande Région à cette zone pour porter des projets, s'élève à 4,5 millions d'euros. Et la zone sud, quant à elle, en vert sur le slide, est composée de 16 communes, 8 communes wallonnes et 8 communes luxembourgeoises, et dispose d'une enveloppe FEDER pour les projets de 3,6 millions d'euros. Pour s'assurer
comme il a été déjà dit plusieurs fois, que la zone fonctionnelle est bien mise en œuvre et qu'elle fonctionne correctement, une gouvernance est mise en place. On se trouve bien évidemment dans le cadre d'intérêt grande région, qui soutient pour la première fois les zones fonctionnelles et notamment les zones fonctionnelles transfrontalières Luxembourg-Wallonie. Ces deux zones sont gérées coordonnées plutôt par une seule et même structure de gestion que Delphine et moi-même représentons, ainsi que Mélanie et Alexandre qui sont avec nous en Teams. Et donc notre job, c'est de accompagner les porteurs de projets, gérer les appels à projets, faire un reporting au niveau du programme pour s'assurer que tout avance comme prévu et bien d'autres choses. Et nous sommes épaulés par deux comités décisionnels, un pour chaque zone, qui, eux, statuent sur plusieurs éléments, notamment les éléments les éléments qui vous seront présentés plus tard, les modalités d'appel à projet et les critères d'inscription, et aussi, ils sélectionnent les projets qui sont déposés dans le cadre de chacune des zones fonctionnelles transfrontalières. Merci Estelle. Donc, comme l'ont présenté tout à l'heure Christiane et Maxime, pour qu'une ZFT voie le jour, il est nécessaire notamment d'élaborer une stratégie. Donc, cette stratégie a été élaborée par deux bureaux indépendants que sont le bureau luxembourgeois Zeinen et Baumann et le centre Les Purs de l'USG pour le côté wallon et ont été validés par les autorités fin 2023. Donc, chacune des deux ZFT dispose donc d'une stratégie territoriale et transfrontalière qui couvre 6 thématiques que vous voyez s'afficher à l'écran et que sont donc le développement urbain, les services et équipements publics, la mobilité, le changement climatique, le cycle de l'eau et la biodiversité, l'économie régionale, locale et circulaire, et enfin le tourisme. Donc, les projets qui seront déposés dans le cadre de ce dispositif devront contribuer à la mise en œuvre de l'une de ces thématiques. De manière plus précise, donc on peut passer maintenant aux modalités des appels à projets qui ont été décidés par les comités décisionnels. Donc, de manière plus précise, nous avons représenté sur le slide certaines modalités. Donc, il faut savoir que certains éléments sont spécifiques à l'une des deux zones. Donc, on va passer en revue chacune des modalités afin que vous ayez plus d'éléments sur ces points-là. Donc, notamment, premièrement, concernant la hauteur de cofinancement FEDER. Ici, il y a une petite distinction entre les deux zones. Donc, la zone nord limite à 60% le financement FEDER pour les projets. Ce pourcentage est toutefois réduit à 40% pour les opérateurs qui font état de dépenses d'infrastructure. Donc, ce qui veut dire qu'au sein d'un même projet, portant, par exemple, pour certains opérateurs qui porteraient des dépenses d'infrastructure, il serait limité à 40%, tandis que les autres opérateurs qui ne porteraient pas, par exemple, des dépenses d'infrastructure, eux, pourraient bénéficier d'un cofinancement de 60%. La zone sud, par contre, a décidé de fonctionner différemment et a décidé de statuer sur un pourcentage flexible de cofinancement allant de 40% à 60%. Et qui sera décidé donc lors du comité décisionnel qui statuera sur l'analyse des projets. Ensuite, passons au plafond de financement alloué au premier processus de décision. Donc, il a été décidé de limiter à 60% de l'enveloppe totale disponible qui a été mentionnée par Estelle tout à l'heure au premier processus de décision, ce qui veut dire qu'on se garde un certain pourcentage de 40% donc, pour le prochain processus de décision. Ensuite, passons au financement qui aurait lieu sur couvrant sur les deux ZFT. Donc, il se pourrait qu'un projet soit déposé et concerne le territoire des deux ZFT. Dans ce cas-là, l'opérateur devra choisir sur laquelle des zones il dépose le projet. Évidemment, ce sera la zone qui sera la plus concernée s'il y en a une. Et sinon, il devra être fait le choix d'une des deux zones. Et le montant qui sera dédié à ce projet sera 100% alloué sur l'enveloppe de la ZFT concernée ou choisie. Ensuite, il a été décidé pour les deux zones de passer via un appel à projet en continu
et non fermés comme c'est le cas pour certains autres types d'appels à projets. Donc, ce qui veut dire que les porteurs de projets, à compter du 13 mai prochain, peuvent déposer leur projet au fil de l'eau quand ils estiment qu'il est le plus mature. Cela n'empêche pas qu'il y a certaines balises qui ont été fixées pour traiter le projet dans un délai dit raisonnable. Donc, par exemple, pour cette année, si le projet est déposé en déant le 12 juillet ou plus tard, il sera traité au comité décisionnel du 1er octobre pour la zone sud et du 10 octobre pour la zone nord. Toutes ces échéances seront communiquées sur la page web dédiée aux ZFT sur le site Idelux. Pour l'instant, les autres dates des comités décisionnels n'ont pas encore été totalement fixées, mais on prévoit d'en faire 2 par an, et de manière à ce qu'on puisse traiter les projets de manière régulière. Ensuite, les dates donc d'appel à projet ont été fixées, d'où le but aussi de cet événement aujourd'hui. Donc, le 13 mai prochain à midi sera ouvert donc l'appel à projet pour les 2 zones et se clôturera le 31 décembre 2026. Passons ensuite à la suite des modalités. Donc, au niveau de la contribution à la stratégie des différents projets, donc, il sera nécessaire pour que un projet soit conformément déposé dans le cadre de ce dispositif, de répondre à l'une des thématiques qui a été présentée juste avant, ainsi qu'à un des axes stratégiques qui est repris dans la stratégie. Si vous souhaitez avoir plus de détails à ce niveau-là, les 2 synthèses des stratégies pour la zone nord et pour la zone sud sont disponibles sur le site web dont on a parlé juste avant. Il faut savoir qu'il y a une petite spécificité pour la zone nord qui a décidé de prioriser 4 thématiques. On le verra un peu plus loin. Et, ces 4 thématiques donc, seront priorisées dans le cadre des critères d'instruction. Au niveau de la procédure de dépôt, le projet donc, devra être déposé en une seule phase. Donc, le porteur de projet devra uniquement répondre à la demande de concours. Il n'y aura pas de fiche synthétique à déposer. Ensuite, dans le cadre de l'éligibilité des dépenses des projets, donc, la période courra à partir du 1er mai pour la zone nord et du 1er juin pour la zone sud, jusqu'au 30 juin 2028. Donc, il s'agit de la date à laquelle la dépense a été occasionnée et les dernières déclarations de créances pourront être fournies au plus tard 2 mois après la fin de la période d'éligibilité, donc qui est le 30 juin 2028. Ensuite, les projets devront avoir une durée de minimum 12 mois et de maximum 42 mois. À savoir que tous les projets de plus de 36 mois, conformément aux règles Interreg, devront être spécifiquement justifiés. Et enfin, il est prévu, donc, comme on l'a mentionné également tout à l'heure, de réunir les comités décisionnels de la zone nord et de la zone sud à minima 2 fois par an. Merci pour cette présentation, Delphine. Je vois qu'il y a une question dans le chat. Est-ce qu'un cofinancement est possible par la région wallonne, donc pour les opérateurs wallons, comme un intérêt classique? Donc la région wallonne et Fédération wallonne de Bruxelles a marqué le souhait de soutenir les opérateurs wallons qui porteraient des projets dans le cadre des zones fonctionnelles transfrontalières. Donc un cofinancement est possible, mais il n'est pas automatique. Si vous souhaitez un cofinancement, pour les opérateurs wallons toujours, il faudra l'indiquer donc lors du dépôt de votre projet dans James, dans la partie budget. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les présentations qui viennent d'être faites avant qu'on passe aux critères d'instruction? Oui, Monsieur Eliès? Oui, bonjour. Juste une petite question sans doute de détail. J'ai eu la chance de participer au groupe de travail préparatoire qui ont été évoqués. Et j'ai vu, mais c'est peut-être une coquille dans le slide, une modification du périmètre pour la ZFT Nord. Et c'est juste savoir si c'est une coquille ou s'il y a eu un changement par rapport au périmètre qui avait fait l'objet de l'étude. J'ai vu qu'il y avait une 11e commune dans vos slides. Les périmètres ont légèrement été modifiés pour le côté wallon, notamment parce que la commune de Bertogne, les communes de Bertogne et Bastogne vont fusionner.
Donc, elles ne deviendront plus qu'une commune, c'est pourquoi le périmètre a été changé. Et du côté luxembourgeois, il y a 1 ou 2 communes en plus aussi depuis les ateliers préparatoires. Ok, je me demandais si c'était une coquille ou s'il y avait eu un changement, donc comme ça on est au clair. Merci. Je vois qu'il y a une autre main levée. On ne vous entend pas. Là maintenant, Oui, vous oui. m'entendez? Pardon, oui. Donc, Eric Djertjarek de chez Polygone. L'aspect territorialité, donc, si notre société est située donc, à Mersch, nous ne sommes déjà pas éligibles en quelque sorte pour pouvoir participer à l'un ou l'autre de ces projets. C'est C'est une ça que ça veut question dire? à laquelle on répondra à la question juste après avec les critères d'instruction. Si ce n'est pas clair pour D'accord. vous pouvez la reposer, mais normalement, j'essaierai d'être la plus claire possible sur cet élément. Très bien, ça va, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas. Donc, on peut passer aux critères d'instruction. Donc, les critères d'instruction, ce sont les différents critères qui seront utilisés lors de l'évaluation, lors de l'analyse de chaque projet qui sera déposé dans les zones fonctionnelles transfrontalières. Chaque projet, tout comme un projet intérêt classique, passera par plusieurs étapes d'instruction. La première étape, c'est la vérification de la recevabilité de la demande de concours. Et pour les projets qui sont jugés recevables, ils passeront à la seconde étape qui est l'instruction de la demande de concours, donc l'instruction sur le fond, sur le contenu du projet et l'instruction administrative de la demande de concours. À la fin de ces différentes étapes, le projet passera ensuite, sera traité plutôt par le comité décisionnel de la zone concernée pour une approbation ou un rejet. La grille d'analyse qui a été validée par chacun des comités décisionnels est légèrement différente entre la zone nord et la zone sud, dans le sens où les critères sont les mêmes, mais il y a des définitions ou des sous-questions plutôt qui composent les critères qui diffèrent, où il y a certains critères qui sont mis en avant, plus mis en avant dans une zone que dans l'autre. Dans tous les cas, les critères sont, comme je l'ai dit, plus ou moins les mêmes, globalement les mêmes pour les deux zones, car elles se basent sur la grille d'analyse utilisée pour les projets classiques. Pour ce qui est de la recevabilité des projets, donc il y a 6 critères qui ont été définis. Pour la zone nord et pour la zone sud, le premier critère, c'est un dépôt dans les délais. Tout simplement, le délai court du 13 mai 2024 à midi, lundi prochain, jusqu'au 31 décembre 2026, comme Delphine vous l'a proposé. Et pour les partenaires, pour les projets qui souhaiteraient que leur projet soit évalué encore cette année pour espérer un début de projet début 2025, le projet doit être déposé avant le 12 juillet 2024 à midi. En plus de cela, il faut qu'il y ait l'existence d'un partenariat transfrontalier pour les projets. Et là, on évoque un petit peu la question de la territorialité, dans le sens où les comités décisionnels ont émis le souhait, ou plutôt souhaitent que les partenaires qui composent le partenariat viennent majoritairement des territoires de la zone fonctionnelle concernée, c'est-à-dire que des partenaires hors zone peuvent être envisagés à condition que l'expertise de ces partenaires ne soit pas présente chez un partenaire qui serait situé sur la zone. Ensuite, il faut également qu'un chef de file soit désigné pour chaque projet. Ça, c'est la règle qui est applicable, bien entendu, aussi pour les projets classiques. Le critère de recevabilité suivant diffère légèrement entre la zone nord et la zone sud, dans le sens où les projets éligibles pour la zone nord les projets peuvent être éligibles pour la zone nord dès le 1er mai 2024 jusqu'au 30 juin 2028. Et pour la zone sud, c'est un peu plus tard. L'éligibilité commence le 1er juin 2024 et se termine, comme pour la zone nord, le 30 juin 2028. Il faut également que le dossier soit complet,
c'est-à-dire que toutes les questions qui sont posées dans GEMS doivent être répondues, il doit y avoir une réponse pour chacune de ces questions, et aussi il doit y avoir la présence des attestations d'engagement et des annexes. Les attestations d'engagement ici sont en gras sur le slide, car ces éléments, ces documents doivent être présents au moment du dépôt. Pour les autres annexes et les attestations d'engagement des partenaires méthodologiques, les partenaires disposent encore d'1 mois et demi environ pour soumettre ces documents. Et enfin, pour la demande de concours, le dernier critère de recevabilité, c'est que la demande de concours doit être bilingue dans les 2 langues du programme Interreg Grande Région, soit le français et l'allemand. Toutefois, la langue de travail de la zone fonctionnelle transfrontalière, des zones fonctionnelles transfrontalières, est le français, ce qui veut dire que la qualité linguistique de la version allemande ne sera pas évaluée, et ainsi les partenaires, les porteurs de projets peuvent tout simplement utiliser un logiciel de traduction en ligne pour traduire leur fiche projet en allemand. Oui, je vois qu'il y a des questions. Oui. Ah, excusez-moi, c'est moi qui ai la parole. Oui, allez-y. Eric, vous pourriez revenir donc sur la notion donc du partenariat hors zone, parce que là, j'ai peut-être pas vraiment tout bien compris ce que vous avez donc expliqué à l'instant. Qu'en est-il exactement? Si donc, si vous pouvez revenir là, sur ce thème. Oui, pas de problème. Donc, il faut que chaque projet ait un partenariat transfrontalier, c'est-à-dire qu'il faut au moins 2 partenaires, un de chaque versant, de préférence, un de chaque versant de la zone fonctionnelle concernée. Les autres partenaires d'autres partenaires peuvent s'ajouter au partenariat, dont certains seraient situés en dehors de la zone. Mais la condition est qu'il faut que l'expertise de ces partenaires ne puisse pas se retrouver chez un acteur, un organisme qui serait situé dans la zone. Très bien. Est-ce que c'est plus clair comme ça? C'est plus clair, oui, tout à fait. Merci bien. Avec plaisir. Il y a une autre main levée. Madame Gillet. Oui, bonjour, Pauline Gillet de Valbium. Je voulais savoir si le chef de file, du coup, ne peut pas être issu d'une commune d'autre que la zone, j'imagine. Il est préférable que non, mais on n'a jamais eu la question, donc je pense que ça se fera au cas par cas, suivant l'expertise également du chef de file. Ok, merci beaucoup. Si c'est justifié. Oui. Il y a une question dans le chat également. Les attestations d'engagement peuvent-elles être signées uniquement par le collège et non le conseil? Ça, c'est une bonne question. On en prend note et on vous reviendra par la suite. Il y a encore une autre question, je pense. Oui, Monsieur Vincent. Vous avez levé la main. Vous pouvez ouvrir votre... C'est moi qui pose la question concernant le collège ou le conseil parce que de manière très concrète, si on veut soumettre les dossiers pour le 12 juillet, le conseil communal à Arlon est le 20 juin, il faut introduire les dossiers pour le 5 juin. S'il faut que tous les dossiers soient réalisés et complétés pour le 5 juin, ça nous laisse 20 jours, c'est juste impossible. Oui, on va se renseigner alors et on vous reviendra dès que possible sur ces questions. Sauf si nos partenaires des zones fonctionnelles ont une réponse à apporter. Ok, merci. Je ne pense pas. on va creuser de notre côté et on vous reviendra. On peut passer alors aux critères d'instruction sur le fond. Donc, l'attribution des points se fait de la manière suivante. Il y a 45 points à attribuer au total, 5 points par critère et il y a 9 critères. Et plus précisément, pour chaque critère, les points qui peuvent être attribués sont 0, 1, 3 et 5. C'est la méthodologie qui est utilisée pour les projets classiques et on a tout simplement décidé de l'appliquer également aux zones fonctionnelles. Et ça fonctionne de la sorte. Un projet reçoit 0 points sur un critère si la contribution n'est pas présente, la contribution au critère n'est pas présente. 1 point si la contribution est acceptable. 3 points si la contribution est bonne. Et 5 points si la contribution au critère est idéale ou excellente. Pour être proposé à l'approbation, dans les 2 zones, chaque projet doit recueillir au moins 30 points sur 45.
Et en plus de ça, donc c'est bien deux conditions à respecter. Pour la zone nord, il faut aussi que les projets reçoivent au moins 12 points sur 20 pour des critères qu'on appelle incontournables et qui seront marqués dans les prochaines slides d'une petite astérisque. Et pour la zone sud, il faut récolter au moins 15 points sur 25 pour des critères incontournables. La différence vient du fait qu'il n'y a pas le même nombre de critères incontournables. Pour la zone nord, il y en a 4 et pour la zone sud, il y en a 5. La première salve de critères d'instruction sur le fond est la suivante. Donc, le premier, c'est le critère de territorialité qui implique que les impacts du projet doivent bénéficier majoritairement le territoire. Si le projet si les impacts du projet plutôt ne bénéficient pas majoritairement le territoire, ici c'est l'exception, le projet sera proposé au rejet directement. Le deuxième critère, qui lui aussi est un critère incontournable, est la contribution à la stratégie de la ZFT. Comme son nom l'indique, les projets doivent répondre, et comme aussi Delphine l'a présenté, les projets doivent répondre ou contribuer plutôt à la mise en œuvre de la stratégie, c'est-à-dire qu'ils doivent correspondre ou plutôt contribuer à une des thématiques qui est reprise dans la stratégie et un des axes stratégiques dépendant de ces thématiques. La petite nuance pour la zone nord, comme Delphine l'a déjà amorcé, c'est qu'il y a 4 thématiques prioritaires que sont les services et équipements publics, le tourisme, l'économie circulaire, l'économie régionale, locale et circulaire, et le changement climatique, cycle de l'eau et biodiversité. Les projets qui ne répondraient pas ou qui ne contribueraient pas à ces thématiques seront moins bien évalués sur ce critère de contribution à la stratégie. Le troisième critère, pertinence et valeur ajoutée transfrontalière, veut que les projets apportent une contribution significative et ou durable à la résolution d'une problématique spécifique à la zone concernée. Ça, c'est valable pour les deux zones fonctionnelles. Il faut aussi que les besoins d'investissement de type infrastructure ou équipement soient démontrés. Et pour la zone nord plus précisément, le comité décisionnel a insisté sur le fait que les infrastructures doivent vraiment être complémentaires au projet. Ça ne doit pas être une fin, ça doit être un moyen pour arriver à la fin. Et enfin, sur toujours ce critère de pertinence et valeur ajoutée, les fonds européens doivent avoir un effet incitatif, c'est-à-dire que le projet n'aurait pas pu avoir lieu sans l'aide des financements européens, qui alors fonctionnent vraiment comme un tremplin pour le projet. La deuxième partie des critères d'instruction, donc il y a d'abord le partenariat et la gestion. Ici, c'est également un critère incontournable pour les deux zones. Ici, on retrouve notamment le fait que les partenaires financiers doivent venir en priorité du territoire de la ZFT. Ça fait écho aux critères de recevabilité dont on a évoqué, qu'on a évoqué plus tôt. Il faut également que les partenaires participent de façon adéquate et conforme à leurs compétences et expertise. Il faut que les moyens pour la gestion du projet soient adaptés au projet et à ses ambitions. Et il faut que tous les acteurs soient indispensables. Donc, il sera également vérifié si tous les partenaires du projet sont bien indispensables et participent en fonction de leurs compétences, mais également s'il manque des acteurs indispensables qu'il faudrait donc rajouter dans le partenariat. Point de vue méthodologie, donc ça c'est le critère suivant, il faut que les activités et les modules soient nécessaires au projet et organisés de manière cohérente pour atteindre les objectifs du projet. Il faut également que les délais soient réalistes, les délais envisagés par le partenariat soient réalistes. En termes de résultats, les actions doivent être pertinentes par rapport aux objectifs attendus. Le projet doit répondre aux indicateurs de réalisation et de résultats qui sont, eux, définis par le programme Interreg Grande Région qui sont retrouvables, qu'on peut retrouver plutôt sur le site internet Interreg Grande Région. Et les résultats prévus par le projet doivent être clairs et réalistes. Ensuite, les deux derniers critères, il y a la pérennité du projet. Ici, le comité décisionnel de la zone sud a choisi de faire de la pérennité du projet un critère incontournable. C'est-à-dire qu'il faut donc au moins
3 points sur 5, si on peut le dire comme ça, pour ce critère. Et ici, par pérennité du projet, on entend le fait de pérenniser le projet au-delà de la période de financement, mais également que les résultats puissent être poursuivis après la fin du projet et éventuellement reconduits sur d'autres territoires ou par d'autres partenaires sur la zone ou sur une autre thématique. Et enfin, le critère des principes horizontaux. Ici, chaque projet doit évaluer l'impact qu'il a sur les principes horizontaux, que sont le développement durable, l'égalité des chances et l'égalité homme-femme. Et s'il y a des infrastructures, à cela s'ajoute l'incorporation des normes environnementales et des solutions innovantes dans l'élaboration du projet. Est-ce qu'il y a des questions sur les critères? Instructions sur le fond. Je n'en vois pas. Je pense qu'on peut passer à la suite. Donc, c'est donc un rappel des règles d'intérêt grande région. Et là, je cède la parole à Romane et Justine du secrétariat conjoint. Oui, rebonjour à tous. Donc, d'une manière générale, il faut savoir que les règles les règles globales d'intérêt grande région sont aussi applicables aux projets des zones fonctionnelles. Donc, pour cela, il faut aller voir les conditions générales des projets qui sont disponibles sur le site internet de Intérêt Grande Région et aussi sur le site internet de IDLux, donc la page réservée aux zones fonctionnelles transfrontalières. Donc voilà, donc d'une manière globale, toutes les règles Interreg s'appliquent aussi aux projets déposés dans les zones fonctionnelles. Et donc, particulièrement, les règles sur les dépenses et les différentes catégories de dépenses éligibles dans le cadre des projets. Donc, je vais les citer une à une. Donc, les frais de personnel, donc, comme le nom l'indique, sont pour valoriser le personnel nécessaire pour la mise en œuvre du projet. Et donc, je ne sais pas si vous étiez porteur sur Interreg 5, mais donc avec Interreg 6, la nouvelle programmation, les frais de personnel sont des coûts unitaires, donc des forfaits, des montants qui ont été définis donc, par le programme. Et donc, en fait, donc, il y a 4 groupes de fonctions, 1, 2, 3 et 4, qui correspondent à différentes fonctionnalités, différentes responsabilités dans le cadre d'un projet. Et donc, chaque versant donc, a son propre montant, son propre coût unitaire selon la charge de travail et la responsabilité du travail engagée dans le projet. Donc, les tableaux sont disponibles aussi sur les sites internet et sont réévalués dans le cadre des appels à projets classiques de Interreg, donc suivant l'inflation. Donc là, pour le prochain appel à projet, donc pour le premier appel à projet des zones Luxembourg-Wallonie, il faut se baser sur les montants des frais de personnel du deuxième à projet classique Interreg Grande Région. Mais donc tout ça, la structure de gestion et les points de contact pourront vous aider à choisir les bons montants. Donc, de ces frais de personnel en découlent automatiquement deux autres catégories de dépenses, donc à savoir les frais de bureau et frais administratifs, qui sont donc 15% des frais de personnel sont calculés automatiquement et créent la ligne de la catégorie de dépenses frais de bureau et frais administratifs. Et de même pour les frais de déplacement et hébergement, 5% sont calculés en fonction de la catégorie des frais de personnel. Donc, pour ça, c'est des taux forfaitaires. Donc, on ne demande pas de justificatif de dépenses. Vous ne devez pas non plus introduire de justificatif de dépenses, etc. C'est fait de manière automatique. Donc, quand des frais de personnel sont certifiés, automatiquement, 15% sont aussi certifiés pour les frais de bureau administratif et 5% sont certifiés pour les frais de déplacement et hébergement. Donc, ça, c'est un gros changement par rapport à Interreg 5. Et donc, voilà, c'est ce qui sera mis en place dans cette nouvelle programmation et également dans le cadre des zones fonctionnelles. Donc, ensuite, il y a les recours à des compétences externes, des compétences et services externes. Donc, ça ne change pas. C'est toujours, par exemple, des frais de restauration, donc de catering, des frais de location de salle, des frais de communication,
donc toutes les personnes, tous les services externes qu'on ne peut pas, avec des ressources qu'on n'a pas en interne. Voilà, donc si on fait appel à des prestataires externes, les dépenses sont à compter dans cette catégorie de dépenses-là. Ensuite, il y a les frais d'équipement, donc qui sont liés aux équipements nécessaires pour le projet. Donc, c'est encore différent des frais de bureau et administratifs. Mais donc, par exemple, bon, là, il n'y aura peut-être pas forcément d'université, mais pour les universités, les frais d'équipement sont voilà, tout le matériel nécessaire dans les laboratoires pour travailler. Voilà. Donc, après, à voir selon votre projet ce qui correspond le mieux. Mais donc, la liste aussi des dépenses éligibles est disponible aussi dans le guide des dépenses. Et donc, les frais d'infrastructure et de travaux, c'est vraiment voilà, des frais de construction, donc des routes, des ponts, des pistes cyclables, etc. Donc, voilà. C'était de manière globale. Et donc, la grande nouveauté aussi pour Interreg 6, c'est la mise en place des forfaits de préparation. Préparation du projet, donc c'est-à-dire que voilà, donc ce forfait couvre les frais encourus par les partenaires lors de la préparation du projet, donc pour la rédaction de la demande de concours. Donc, par exemple, les frais rencontrés pour les réunions préparatoires, pour si voilà, il faut consulter des services externes pour s'assurer de la qualité de la demande de concours ou de certains prérequis pour le projet. Et donc, ce forfait de préparation est également réévalué à chaque appel à projet classique. Et donc, comme pour les frais de personnel, ce sera bien le forfait de préparation du deuxième appel à projet classique qu'il faudra choisir dans le cadre des projets déposés jusqu'à juillet pour la zone fonctionnelle. Donc, pour petite information, donc pour les projets classiques, il y a également un forfait de clôture du projet. Cependant, pour les projets qui sont déposés dans le cadre des zones fonctionnelles, ce forfait n'est pas proposé, étant donné que la structure de gestion, donc Idelux, s'occupera de faire le COMAC de clôture et de rédiger le rapport de clôture de tous les projets mis en œuvre dans la zone. C'est pour ça que les projets déposés dans les zones n'ont pas accès au forfait de clôture, étant donné que leur charge de travail est réduite à ce niveau-là. Voilà, donc ça, c'est de manière globale pour les dépenses éligibles. De manière générale, il faut aussi bien penser à regarder les conditions générales des projets, puisque tout est listé. Et donc, voilà, si vous avez des questions d'ordre technique sur est-ce que ça, c'est éligible, est-ce que ça, c'est éligible, il faut donc d'abord regarder dans la condition générale et ensuite prendre la tâche donc, de la structure de gestion ou des points de contact, puisqu'ils sont experts dans ce domaine et dans le montage de projets et dans les montages budgétaires. Évidemment, il faut bien regarder ce document. Et donc, évidemment, les montants forfaitaires qui sont choisis, donc les montants de la catégorie précédente, sont valables pour la totalité du projet. Donc, si vous avez choisi tel montant, tel coût horaire pour les frais de personnel, cela est valable pour la totalité du projet, même si les coûts sont réévalués pour un appel à projet supérieur, postérieur. Voilà. Donc, de manière globale, les règles concernant les dépenses, donc les dépenses de moins de 20 € sont inéligibles dans le cadre d'Interreg Grande Région 6. Il faut bien évidemment respecter les règles de mise en concurrence et les règles des marchés publics selon d'abord les règles nationales et européennes. Donc pour cela aussi, ne pas hésiter à contacter les cellules de contacter les points de contact qui, en cas de questions, pourront demander aux cellules de contrôle plus de précision. Mais donc voilà, il faut bien prouver que vous avez bien respecté les règles de mise en concurrence. Donc ça, c'est pour les catégories de dépenses, les 3 catégories de dépenses à la fin, donc compétences externes, équipement et infrastructure. Ensuite, donc, la particularité aussi dans cette programmation est que les projets qui ont moins de 201 000 € de budget
doivent suivre des règles spécifiques puisque la totalité des catégories de dépenses passe en option de coût simplifiée. Et donc, pour cela, il y a un tableau Excel particulier à remplir et les catégories de dépenses sont calculées de manière un peu assez différente. Donc voilà, si le budget global de votre projet ne dépasse pas 201 000 euros, il faut bien contacter la structure de gestion et les points de contact pour qu'ils puissent vous transmettre le document Excel nécessaire au dépôt du projet. Et évidemment, en dessous de 30 000 euros de FEDER, on passe dans la catégorie des petits projets. Et donc, les projets ne sont pas éligibles dans le cadre des zones fonctionnelles non plus. Et donc, de manière globale, les projets doivent transmettre des informations sur la mise en œuvre de leur projet. Donc, selon le reporting des indicateurs, donc c'est déjà dans l'attestation d'engagement, on vous demande de choisir un rythme pour le reporting. Donc voilà, il faut bien avoir ça en tête que il faudra nous donner des informations de manière régulière. Mais donc selon le calendrier qui est choisi dans la demande de concours. Et donc la slide suivante présente donc les différentes pièces justificatives, donc surtout concernant les dépenses. Donc en effet, pour les frais de personnel, il faut bien les contrats de travail ou les lettres de mission. Donc ça ne change pas par rapport à Interreg 5. Si un taux, s'il n'y a pas une charge de travail définie, donc un pourcentage de travail défini et que le pourcentage est flexible, il faut ensuite avoir une timesheet, donc un tableau Excel ou un document qui reprend tous les horaires de travail de la personne employée pour qu'on puisse calculer ensuite donc combien d'heures ont été travaillées et pour que les contrôleurs puissent contrôler ça, puissent contrôler la dépense. Et donc, il faut bien garder et présenter toutes les factures, les preuves de décaissement, donc quand l'argent a bien été viré ou retiré du compte. Et donc voilà, toutes les mesures, tous les documents sur les marchés publics et évidemment les mesures de publicité. Mais ça, Justine, ma collègue, va en parler juste après. Et donc, tous les documents nécessaires au projet doivent être gardés et conservés par chaque partenaire d'un projet 5 ans après le dernier versement fait par le programme. Donc ça, il faut bien le garder en tête aussi, puisque des contrôles peuvent être encore réalisés après la clôture des projets. Donc voilà, on vous sensibilise déjà sur le fait qu'il faut bien garder tous les documents, et ce, encore 5 ans après le dernier versement FEDER. Donc voilà, donc de manière globale, de ne pas hésiter du coup à consulter les conditions générales des projets et ou à poser les questions aux structures de gestion ou aux points de contact. Et donc ensuite, je passe la parole à ma collègue Justine qui va vous parler des règles de communication et des enjeux de la communication dans le programme. Oui, merci Romane. Effectivement, là, je vais vous donner quelques informations qui vous seront utiles essentiellement lorsque votre projet dans la zone fonctionnelle ou dans les zones fonctionnelles Wallonie et Luxembourg seront approuvés. Donc, pourquoi il est important de communiquer? En fait, tout simplement, vous le savez, c'est extrêmement important pour la visibilité de votre projet et pour atteindre les résultats que vous êtes fixés au sein de votre projet transfrontalier. À savoir aussi que les projets, une fois qu'ils sont approuvés et qu'ils, du coup, font savoir leur cofinancement Interreg Grande Région, ils sont comme des ambassadeurs à la fois du programme Interreg Grande Région et de la zone ou des zones fonctionnelles transfrontalières. Et ils véhiculent aussi les valeurs qui sont communes à la coopération transfrontalière. Mais surtout, pourquoi communiquer et pourquoi bien communiquer dans le cadre du programme Interreg Grande Région? Parce que vous avez, en tant que partenaire de projet, des obligations d'information et notamment aussi de transparence sur l'obtention de fonds européens pour vos actions. Sur la slide suivante, vous verrez donc qu'il est essentiel de faire savoir que l'Union européenne cofinance votre projet via le programme Interreg Grande Région et là, dans votre cas, via la zone fonctionnelle transfrontalière Wallonie-Luxembourg.
Et ça, c'est d'autant plus important, on peut le rappeler dans votre cas, puisque les zones fonctionnelles, elles visent à rapprocher et à cofinancer des projets qui rendent l'Europe plus proche des citoyens. Et donc, si ces projets permettent de rendre l'Europe plus proche des citoyens, il faut bien entendu d'autant plus le faire savoir aux citoyens, mais aussi à vos groupes cibles spécifiques en fonction de vos projets et de vos objectifs. Toutes les règles à respecter en matière d'information, de visibilité et de transparence, elles sont détaillées dans le guide de communication du programme. Donc ce guide, il est vraiment commun à tous les projets, que ce soit des petits projets, des projets classiques cofinancés par Interreg Grande Région ou des projets dans des zones fonctionnelles. Donc ce guide, il est accessible en ligne et en fait, on peut résumer les obligations d'information, de visibilité et de communication en 7 grandes obligations que vous voyez ici. La première obligation, c'est bien entendu d'utiliser le logo Interreg Grande Région sur tous vos supports de communication. La deuxième obligation, qui est aussi très simple à mettre en place, c'est de faire savoir et de présenter votre projet, son action, ses objectifs et le cofinancement de l'Union européenne sur vos sites internet et sur vos réseaux sociaux. Enfin, ensuite, quand vous organisez des actions dans le cadre de votre projet, il est essentiel, il est obligatoire d'informer les participants à vos actions qu'elles bénéficient d'un cofinancement de l'Union européenne. C'est l'obligation numéro 3. L'obligation numéro 4, elle concerne le fait d'afficher une affiche qui présente brièvement votre projet, le cofinancement, dans vos locaux, dans un endroit qui soit visible du public. Cette affiche, vous envoyez un petit aperçu sur l'icône numéro 4. Le template est fourni par le secrétariat conjoint et l'affiche sera créée l'affiche de chaque projet est créée en collaboration avec le secrétariat conjoint. Ensuite, ce qui va être essentiel aussi, c'est de rendre visible le cofinancement sur les matériels que vous achetez dans le cadre du projet. Donc, Romane parlait d'équipements, etc. Là, vous avez l'exemple d'un projet Interreg cofinancé dans le cadre du programme Interreg Grande Région 2014-2020, où le projet qui réunissait des services de secours et d'incendie dans toute la grande région, donc a acheté un véhicule et sur ce véhicule figure bien le soutien de l'Union européenne et le logo du programme Interreg Grande Région. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais sur des équipements plus petits, il est aussi important d'apposer le logo. Et puis pour certains projets, des projets qui font des investissements matériels importants, il va être obligatoire d'apposer une plaque ou un panneau d'affichage sur le lieu, par exemple, de la construction. Là, il s'agissait d'une crèche transfrontalière. Donc pendant tous les travaux, un grand panneau d'information a été apposé sur le site de construction. Et enfin, pour d'autres projets, mais là, je pense que ça sera peu le cas, mais sachez-le que, par exemple, des projets Interreg Grande Région classiques qui ont un budget vraiment considérable de plus de 5 millions d'euros, ils doivent organiser un événement de communication. Mais ça, c'est moins important dans le cas de la zone fonctionnelle. Donc tout ce que je viens de vous expliquer est listé dans la slide suivante, donc vous pourrez le relire en détail une fois que vous aurez la présentation. Sur la slide d'après, voilà, vous voulez vous présenter très brièvement le logo Interreg Grande Région et rappeler une règle qui est essentielle dans l'utilisation de ce logo. Ça concerne la taille du drapeau européen, de l'emblème de l'Union européenne, donc qui est vraiment au cœur du logo. Et voilà, ce logo, ce drapeau ne doit pas être plus petit que les autres logos. En fait, tout simplement, il ne faut pas que lorsque le logo Interreg Grande Région est utilisé avec d'autres logos, que ce drapeau soit trop petit ou illisible. Très brièvement, mais en tout cas, le secrétariat conjoint du programme est là et disponible pour répondre à vos questions concernant l'utilisation du logo.
Surtout, ce qui est important, c'est vraiment de bien utiliser ce logo, bien respecter les obligations que vous avez en termes d'information et de communication, puisque en cas de non-respect de ces obligations, le bénéficiaire s'expose à des sanctions financières. Donc vraiment là, c'est lorsque aucune action corrective n'a été mise en place, l'autorité de gestion du programme peut appliquer des mesures correctives dans le respect du principe de proportionnalité en annulant jusqu'à 2 du soutien octroyé par les fonds. Donc il y a des sanctions financières qui sont possibles en cas de non-respect, mais ça, c'est vraiment dans les cas de manquements répétés. Et pour éviter tout ça, effectivement, comme je vous l'ai dit, on est à votre disposition et vous retrouverez aussi mes coordonnées et l'adresse générique communication à laquelle vous pouvez adresser vos questions et que j'espère recevoir lorsque vos projets seront approuvés. Merci Justine et Roman pour ces présentations bien utiles et ces rappels aussi bien utiles. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie ou même des parties précédentes? Il y aurait une question qui vous serait venue par après. Je ne vois rien dans le chat, ni de main levée. Donc on peut passer à la section suivante, qui sont les ressources utiles, notamment en lien avec les zones fonctionnelles transfrontalières. Et là, je laisse la parole à Delphine. Merci. Donc, vous voyez à l'écran s'afficher un QR code notamment qui rejoint, qui vous envoie directement vers la page web dédiée aux ZFT Luxembourg-Wallonie hébergée sur le site web IDLux. Donc, c'est une page web commune pour les deux zones. Vous y trouverez un certain nombre de documents, notamment les synthèses des stratégies, comme j'ai pu le mentionner tout à l'heure, les conditions d'appel à projet qui ont été validées pour les deux zones, les critères d'instruction qui ont été présentés par Estelle, le modèle de demande de concours, un vademecum plus précisément qui reprend les rôles et missions des organes que compose la gouvernance. Il y aura également prochainement un deuxième vademecum, ou en tout cas fiche pratique, qui vous permettra de vous aider dans le cadre de l'élaboration de votre demande de concours. Donc, on s'affaire à vous proposer un document pour faciliter la rédaction. Et ensuite, un document avec toutes les règles intérêt grande région qui s'appliquent ici pour ce dispositif. N'hésitez pas également à nous contacter pour toute question. Donc, on a remis sur la slide l'adresse dédiée. Vous avez peut-être également notre adresse personnelle, mais voilà, ici, l'adresse dédiée est à privilégier afin qu'on puisse vous répondre dans les meilleurs délais. Ensuite, d'autres ressources sont également à votre disposition, notamment la page web Interreg Grande Région, comme ça a pu être indiqué précédemment, avec les coordonnées, donc qui reprend les coordonnées des points de contact qui sont à votre disposition. Les pages également sur les projets qui sont mis en œuvre. Les logos qui sont à utiliser, ainsi que le guide communication qui a été présenté par Justine, et également disponible une newsletter et les différents réseaux sociaux. Vous trouverez également directement sur le site web Interreg Grande Région le lien d'accès vers la plateforme GEMS. Les liens sont également repris dans la présentation qu'on vous enverra a posteriori et qui sera aussi disponible sur notre page web. Donc, il y a ce fameux lien d'accès vers la plateforme. Il y a un guide d'utilisation spécifique pour vous aider à prendre en main la plateforme, ainsi qu'un FAQ pour vous aider à remplir et à utiliser au mieux cette plateforme avec des questions qui auront déjà été posées au préalable. Et n'hésitez pas également, donc il y a une adresse dédiée si vous rencontrez un quelconque problème avec la plateforme. Donc une adresse dédiée au sein d'Interreg Grande Région a été créée à cet effet et qui est repris sur le slide. Ensuite, troisième lien repris sur ces slides, c'est un lien direct vers le logo de l'emblème de l'Union européenne qui peut être repris sur vos éléments de communication.
On peut passer éventuellement à une phase de questions-réponses si vous en avez, donc que ce soit directement via le fait de lever la main ou dans la conversation chat si vous préférez. On peut vous laisser un petit temps éventuellement. Il n'y a rien pour le moment. On va peut-être passer alors à la suite si vous n'avez pas de questions pour l'instant. Oui, ce sont déjà les slides de conclusion donc sur le calendrier pour cette année et d'autres infos. Donc, à compter de ce jour, donc, quelle est la suite après cette réunion d'aujourd'hui? Donc, le but, c'est de faire émerger une période de réflexion de votre côté. Et ensuite, donc, le début de l'appel à projet, comme on l'a mentionné, donc, a lieu le 13 mai à midi. Donc, la plateforme GEMS sera disponible et vous pourrez déposer éventuellement votre projet dès la semaine prochaine. Ensuite, donc, il y a une période également qui suit la période de réflexion, mais donc d'élaboration de projets pour les personnes enfin, pour les projets qui ne seraient pas encore éventuellement élaborés. Et donc, comme on l'a dit, il y a une première échéance, entre guillemets, qui est fixée pour les projets qui seraient déposés en déant le 12 juillet prochain et qui pourront être traités au comité décisionnel de début octobre. On mettra, dès que les dates seront fixées pour les prochains comités décisionnels, on mettra le rétro-planning disponible sur la page web dédiée aux ZFT. Tu veux prévoir? Oui, ici, c'est simplement un petit formulaire pour vous permettre de poser vos questions que vous n'auriez pas encore. S'il vous reste des questions, vous pouvez utiliser le formulaire pour les poser, mais également pour évaluer le présent webinaire et pour qu'on puisse toujours s'améliorer, vous proposer des informations les plus pertinentes pour vous. Est-ce qu'il resterait éventuellement des questions avant de clôturer? Oui, Monsieur Lies. Oui, juste une toute petite question par rapport à la suite. Justement, j'ai vu dans un des documents préparatoires qu'il était recommandé aux porteurs de projets de se mettre en rapport avec l'équipe technique et je n'ai pas saisi s'il s'agissait de l'équipe technique Interreg, donc Stéphanie Dupuis et ses collaborateurs, et ou l'équipe technique ZFT logée au sein d'Idelux. Donc voilà, c'est juste pour voir si on vous sollicite tous ou pas, voilà, voir comment procéder au mieux. Pour toutes les questions vraiment spécifiques aux zones fonctionnelles, vous pouvez vous adresser directement à nous, à la structure de gestion. Et pour les questions plutôt plus générales d'ordre classique, je vais dire, qui ont rapport avec le programme Inter-Grande Région, vous pouvez vous adresser au point de contact, à l'équipe technique disponible. Oui, mais ce que je veux dire, c'est au-delà des questions, j'ai lu dans un des documents qu'il était recommandé d'informer de nos intentions avant le dépôt du projet. Et donc, on a une réunion prochainement avec les partenaires d'un projet en préparation. J'ai invité Stéphanie Dupuis à se joindre à nous, mais ne la voyant pas aujourd'hui dans la séance d'information, je me dis peut-être que j'aurais plutôt dû inviter les personnes ici. Donc voilà, c'était juste ça que je voulais savoir en termes d'information plutôt que de questions. L'idéal, c'est peut-être de nous mettre dans la boucle et on travaille évidemment en collaboration avec les points de contact. Donc, il n'y a pas de souci pour nous faire le relais. Et l'idéal, oui, c'est de contacter peut-être la structure de gestion. Comme ça, on peut faire le lien aussi si éventuellement il y avait des questions plus spécifiques auxquelles on ne pourrait pas répondre. Parfait, merci. Merci. Il y a une autre main levée de Monsieur Vincent.
Oui, à nouveau, je ne sais pas si vous pouvez répondre à la question ou si c'est trop spécifique. C'est concernant les critères sur lesquels on peut remettre des dossiers. Donc, ça doit être évidemment des projets transfrontaliers et il est mis que ça peut être notamment pour des infrastructures, par exemple, cyclables et des projets multimodaux. Maintenant, faire un projet multimodal qui soit transfrontalier, ce n'est pas un truc qui est super facile. Par contre, le train, lui, il envoie très efficacement les gens de l'autre côté de la frontière. Et donc, est-ce qu'on peut faire, par exemple, une liaison cyclable vers la gare d'Arlon en considérant que le train fait le lien transfrontalier? Tout projet doit être évalué au cas par cas. À l'instant T, je n'ai pas toutes les infos nécessaires pour vous répondre, mais on peut organiser une autre réunion postérieure où vous nous présentez votre idée de projet et on peut échanger plus amplement D'accord. sur le sujet. Ouais. OK. Donc, ce sera avec vous, ce ne sera pas avec une autre personne, avec le point de contact à Libreville, par exemple? De préférence avec nous, et D'accord. on pourra y associer le point de contact. OK, parfait. Merci. Merci. Merci aussi. Est-ce qu'il reste des questions? Je ne pense pas. On peut donc clôturer le présent webinaire. Un grand merci pour votre attention et pour vos questions et pour votre participation. Le QR code à l'écran reste disponible pour encore plusieurs jours, même plusieurs semaines, s'il vous reste des questions. Et nous restons, bien évidemment, la structure de gestion, Delphine et moi-même, à votre disposition pour toute question via l'adresse mail zdft-luxwal@idelux.be. Un grand merci. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Au revoir. Merci. Merci, Belle au journée à tout le revoir. monde. Merci, au Au revoir, revoir. bonne C'était journée. très intéressant. Au revoir.